Thank you very much. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend jusque dans le fond de la salle? Alors, je suis ravie de vous voir ici si nombreux, mais je ne pense pas que vous êtes venus pour moi. C'est plutôt ce moment que nous vivons aujourd'hui qui vous a attiré. C'est de cela dont je vais parler, la période, le moment que nous vivons. Et donc, pour commencer, je vais vous parler d'une autre personne qui s'est intéressée au moment de l'histoire, Friedrich Nietzsche. Ce serait donc l'épigraphe de cette conférence. Chez l'individu, la folie est quelque chose de rare, mais dans les groupes, les partis, les peuples, les époques, c'est la règle. Je pensais que cette maxime de Nietzsche, c'était une manière d'être drôle ou outrancier ou de faire de la philosophie à coups de marteau, se faire entendre. Mais avec l'âge, j'ai compris que cela ressemblait de plus en plus au bon sens, avéré par l'expérience du quotidien et surtout par l'expérience du moment que nous vivons. Et aujourd'hui, et j'entends par là vraiment le jour d'aujourd'hui, ce jour du 18 janvier, dans 48 heures, un homme sans aucune expérience de la vie politique ou des services publics, une vedette de télé-réalité, un spéculateur immobilier, laissant derrière lui des affaires douteuses, l'évasion fiscale et une immoralité personnelle sans précédent dans l'histoire américaine. Et il faut dire que la barre était déjà assez élevée. Eh bien, il va prêter serment pour devenir l'homme le plus puissant sur notre planète. On lui demandera vendredi de prêter serment, de lever la main droite et de jurer solennellement de protéger un document qu'à ma connaissance il n'a jamais lu, la Constitution des États-Unis d'Amérique. Et s'il lève une main, je pense que de l'autre main, il croisera les doigts. Mais peut-être ne lèvera-t-il même pas sa main. Peut-être que c'est cette mèche que nous connaissons qui se dressera. Aucun président dans toute l'histoire américaine n'est jamais entré en fonction avec une cote de popularité aussi faible. Généralement, quand vous gagnez une élection, c'est parce qu'une majorité de personnes a voté pour vous, et donc vous avez une popularité d'un peu plus de 50%. Mais aucun président n'est entré en fonction avec une si faible cote de popularité que Trump, avec tous les scandales, les enquêtes pour collusion, avec des anciens ennemis de la nation. Il a été battu de 3 millions de voix dans l'élection et il entre en fonction grâce à une institution américaine un peu étrange, le collège électoral, une relique de l'esclavage américain qui avait pour but de compter les esclaves non votants comme 2/3 d'une personne, et ce pour dynamiser le pouvoir des États propriétaires d'esclaves. Je crois que c'est tout à fait approprié de voir que c'est le collège électoral qui soit décisif, et c'est la deuxième fois que cela arrive après George W. Bush. Alors c'est vrai, c'était nettement plus serré. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit devenu tout à fait courant aujourd'hui aux États-Unis de dire que le pays est tombé sur la tête. Ce que vous voyez, c'est un coupage de plusieurs titres de journaux. J'aurais pu en ajouter beaucoup plus. Pour la majorité des Américains qui n'ont pas voté pour Trump, il semblerait que depuis le 8 novembre 2016, on a un peu l'impression de se retrouver dans Ulysse et ce que Stéphane Dédalus avait décrit comme le cauchemar de l'histoire. Et c'est comme si ce cauchemar était devenu réalité. Et comme l'a dit Stephen Dedalus dans Ulysse, il est très difficile de se réveiller de ce cauchemar. C'est pratiquement impossible. C'est une réalité qui n'est pas près de disparaître. Elle vient à peine de commencer. Un peu comme un autre cauchemar du XXIe siècle, les événements du 11 septembre 2001. Et cet événement marque une époque historique et vient souligner une autre remarque, enfin un autre aspect de cet aphorisme de Nietzsche.
il n'y a pas que les groupes qui peuvent devenir fous, il y a également des époques. La dimension temporelle est également concernée. La plupart du temps, on ne vit pas dans l'histoire. En tout cas, ça n'est pas mon cas. On suit sa montre qui nous dit quand il faut se lever, aller au travail, aller se coucher ou manger. Mais de temps à autre, il semble que le temps s'étend, se dilate. Et c'est une époque, on est à un moment, un tournant de l'histoire. Et donc, on peut réellement dire que le moment que nous vivons aujourd'hui sera connu comme l'ère du début du Trumpisme. Et c'est une nouvelle période qui va commencer. S'il y avait eu un autre résultat, le 8 novembre, on n'y réfléchirait même pas. Et j'avoue que je suis vraiment ébahie d'être ici à parler de cela. Il y a une année, lorsque Jean-François Stasac m'a invité, je pensais que je parlerais de quelque chose de moins attirant pour un public peut-être moins nombreux. Mais cette époque, et certains l'ont vu venir de loin. C'est une sorte de danger inhérent à la démocratie américaine. À la démocratie, on ne peut pas simplement dire que c'est le mauvais résultat d'une élection, c'est un moment très dangereux pour la démocratie. Et certains l'avaient prédit, l'avaient prévu. Il y a pratiquement 100 ans, un grand journaliste américain, Henry Louis Mencken, avait dit ceci. La démocratie se perfectionnant, la fonction de président représente de plus en plus étroitement l'âme intime du peuple. Un beau jour, les simples citoyens de la campagne verront enfin le souhait le plus cher de leur cœur satisfait et la Maison-Blanche sera occupée par un complet crétin. C'était le 26 juillet 1920. Ces paroles prophétiques de Mencken se sont maintenant concrétisées en une image. L'image projetée par une personne bien réelle. Vous voyez les mots de Mencken à l'écran. Je ne suis pas sûr qu'ils aient réapparu dans le Baltimore Sun comme en 1920. Au cours de ce processus de 18 mois qui a débouché sur un cauchemar, nous avons été en partie rassurés par la description de Mencken de ce président imaginaire, un imbécile, un crétin narcissique. Peut-être qu'il serait aussi mauvais que Warren G. Harding, un président particulièrement inefficace du XIXe siècle qui ne venait pas souvent au bureau. Nous nous étions habitués, et peut-être un petit peu trompés, à nous sentir rassurés en voyant en Trump rien de plus qu'un clown qui n'avait aucune chance d'être élu président, et je pense que Trump lui-même a été étonné. Il n'avait pas de discours tout prêt. Le soir de l'élection, très franchement, il ne savait pas quoi faire. Vous vous en souviendrez, personne ne le voyait gagnant. Tous les experts ont été ébahis. Malheureusement, la seule partie du portrait dressé par Mencken qui est aujourd'hui avérée, c'est l'accusation de narcissisme, qui se confirme tous les jours dans les tweets de Donald Trump. Malheureusement, Trump n'est ni un idiot ni un crétin. Il est, comme l'a noté Mitt Romney, l'ancien candidat du Parti républicain en 2012, Mitt Romney l'a décrit comme ce qu'il est, un escroc astucieux et sans scrupule, un imposteur qui représente un danger manifeste et imminent tant pour l'économie américaine que pour ses relations avec les autres nations. Depuis l'élection, vous le savez peut-être, Mitt Romney a subi une conversion. Et ceci a préparer le terrain pour des opportunistes du Parti républicain et qui voient une manière de satisfaire leurs intérêts. Et donc, un ancien candidat à l'élection présidentielle qui avait gagné peut-être 48% des voix de l'électorat américain est devenu une sorte de celebrity apprentice, est allé à la tour Trump pour aller baiser la bague du nouveau souverain et pour avoir une conversation
relation avec lui. On lui a dit « Ben non, nous n'avons pas de place pour vous ». C'est probablement un des moments les plus humiliants pour un politique américain, et il faut dire que c'était mérité de voir qu'il n'a pas obtenu de poste de secrétaire ou de ministre. L'aphorisme de Nietzsche, que j'avais mentionné au début, sur la folie collective, a une longue tradition de précédents historiques. Il n'a pas été le premier à imaginer cela. Et je vais donc remonter un peu dans l'histoire, à la toute première démocratie, Athènes. Et ce qu'a dit Solon, le grand homme d'État athénien, qui a dit « Tout seul, un Athénien est un renard rusé. En groupe, ils deviennent un troupeau de moutons. » Et dans l'Allemagne du XIXe siècle, Schiller a dit « Chaque homme perçu comme individuel est relativement avisé et raisonnable, mais en groupe, ils deviennent immédiatement des idiots. » Et j'aimerais le souligner. Il y a peut-être des partisans de Trump dans la salle, je ne dis pas que vous êtes fous. À titre individuel, je suis sûr que vous êtes aussi raisonnable que moi, avec quelques névroses, probablement. Mais Freud l'a prouvé il y a longtemps. C'est ainsi qu'est la condition humaine. Nous avons tous un problème, quelque part. Mais il n'est pas question de cela. Il est question de ce qui se passe lorsqu'un groupe, une masse, bouge. Et nous le voyons lorsqu'il y a une foule, lorsqu'il peut y avoir un mouvement de masse, de panique ou d'enthousiasme, et que les gens deviennent fous. On parle de psychologie de foule, de groupe. Je n'accuse aucun partisan de Trump d'être fou. Platon l'a également vu, et il a caractérisé, il a décrit la démocratie comme étant particulièrement vulnérable à la folie collective. Pour lui, c'était une nef des fous, dans laquelle on choisit son capitaine non pas parce qu'il est compétent comme navigateur, mais parce qu'il est bon pour flatter les autres, notamment. Solon a dit à peu près la même chose, mais Nietzsche va encore plus loin, en mettant ceci dans des termes plus modernes, en parlant de termes plus dangereux, de folie. Et là, je ne vais pas entrer dans des détails techniques, de définition psychiatrique. Je pense à la folie au titre juridique ou légal, lorsque vous êtes un danger pour vous-même et pour les autres. À ce stade, je pense que la nation américaine se trouve peut-être dans cette situation avec un danger pour elle-même et pour les autres. Nietzsche va jusqu'à la folie et dit également qu'on peut mettre cela en relation avec une époque, avec un événement. Qu'est-ce qui est donc différent aujourd'hui dans notre époque? En quoi notre folie collective diffère-t-elle de cette tendance ancestrale qu'ont les êtres humains à faire des choses complètement folles lorsqu'ils se retrouvent en groupe, en parti ou en nation? Qu'est-ce qui fait de ce cauchemar de l'histoire un cauchemar pire encore que celui qu'avait imaginé Mencken en 1920? Selon moi, la réponse, c'est que les conséquences de cette irrationalité, de cette folie ou de ce délire collectif ne se limitent plus à de petites cités-États comme Athènes ou à des nations relativement puissantes comme le Royaume-Uni, avec le Brexit récemment qui a été une sorte d'avant-goût de l'élection de Trump. Lorsque la nation la plus puissante du monde perd la raison, les conséquences sont mondiales. Et plus que partout ailleurs, cela se voit dans le silence assourdissant au sujet du plus grand défi pour la planète aujourd'hui, dans un avenir proche, les changements climatiques. La question, si vous avez suivi ces élections américaines, n'a jamais été soulevée dans les débats. L'expression changement climatique n'a jamais été mentionnée. Les changements climatiques ont bénéficié d'une très faible couverture médiatique et pourtant, c'est un sujet extrêmement important pour le monde. Viendrait ensuite le terrorisme, la guerre contre le terrorisme, la désintégration du Moyen-Orient, l'émergence d'États voyous et d'autres sujets. Mais cette menace pour l'humanité n'a pas été mentionnée. Ce sujet n'a pas été abordé, ça n'était pas un sujet de débat.
Alors certes, les changements climatiques, c'est un sujet difficile à vendre à ceux qui ne lisent pas les journaux, qui ne prêtent attention à rien d'autre que les talk-shows radio de droite. Trump a dit mais c'est un mensonge, ce sont les Chinois qui ont inventé les changements climatiques pour pouvoir investir dans certaines technologies. Mais on pourrait penser que lorsque 195 pays envoient des représentants à Paris et qu'ils parviennent à un accord et disent ensemble que le changement climatique est un phénomène réel et qu'il faut s'y attaquer, on pourrait penser que c'est devenu quelque chose d'évident. Mais Trump, lui, nie l'existence des changements climatiques et il a nommé un lobbyiste des combustibles fossiles à la tête de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Et il a promis d'annuler l'accord de Paris parce que c'était un mauvais accord pour les États-Unis. Cela semble montrer que l'aphorisme de Nietzsche devrait être encore révisé. Ce ne sont pas que des groupes, des partis et des peuples qui sont en danger dans cette époque de folie collective, c'est l'espèce humaine tout entière qui est en danger. Manifestement, si mes prophéties sont avérées, il y aura des postes avancés de civilisation, des communautés fermées pour ceux qui sont suffisamment riches pour se protéger. J'ai oublié la diapositive sur le Brexit. Tout le monde a vu arriver cette folie, c'était un prélude à ce qui s'est passé en novembre aux États-Unis. Donc imaginons que j'ai raison. Le changement climatique produit les effets attendus avec l'élévation du niveau de la mer, les cycles alimentaires qui sont détruits, une bonne partie de la Terre devient inhospitalière pour l'être humain. Que se passera-t-il? Je pense que la Suisse s'en sortira assez bien. Si j'arrive à obtenir la nationalité suisse d'ici là, en tout cas, je vais la demander. Je pense que la Suisse, d'une manière, est une sorte d'avant-goût de ce à quoi représenterait une de ces communautés fermées à l'avenir. Donc les petits-enfants de Trump se porteront probablement très bien, comme les citoyens fortunés de Mumbai aujourd'hui. Vous pouvez aller à Mumbai, et loger dans la tour Trump. Près de là, vous verrez le reste de l'humanité, et je pense qu'elle pourra rejoindre ces silhouettes recroquevillées que vous voyez au premier plan du cliché. Mais j'aimerais maintenant venir à une question qui, j'espère, j'en suis sûr, vous taraude. Je parle de folie, et lorsque Nietzsche a parlé de folie, est-ce que c'était simplement un outil rhétorique? Est-ce que c'est une sorte d'instrument polémique? Est-ce que j'utilise ces mots comme des insultes face à Trump et face à ses partisans, comme un groupe, pour dire « vous êtes fous, stupides, ignorants, cinglés, idiots, vous êtes des crétins, vous êtes complètement insensés, dérangés, bercés d'illusions » ou est-ce qu'on peut vraiment utiliser le potentiel analytique pour voir cette manière de penser qui peut être résistante à la persuasion, mais susceptible de compréhension. Est-ce là une des caractéristiques d'une époque, d'un moment charnière, c'est-à-dire faire difficilement la distinction entre l'analyse rationnelle et la polémique? Il se peut qu'à certains moments dans l'histoire, et c'en est un ici, la raison et l'indignation doivent converger, et que tous les codes libéraux de débat raisonné, de perspective à long terme, deviennent inadéquats. Une collègue de l'université de Chicago, Lauren Berlant, a décrit cette époque comme une époque où on doit utiliser un fléau, où on trille les gens, on ne sait pas trop comment raconter le moment présent. Marx pensait que l'histoire pouvait se répéter. Il l'a dit, la première fois comme une tragédie, la seconde comme une farce. Mais que se passe-t-il si un moment de l'histoire semble être une tragédie et une farce en même temps? Pour coller à son temps, je pense que nous devons inévitablement faire le tri, oser, expérimenter les genres, manier ce fléau ancestral. Alors oui, pour frapper, mais pas uniquement frapper indistinctement, utiliser ce fléau comme à la moisson, l'utiliser pour trier le bon grain de l'ivraie. Et c'est pour cela que j'ai moi-même
utilisé un instrument critique, un fléau critique dans ma conférence, le discours de la folie et de la psychose, et une psychose américaine propre à l'histoire de notre nation. En tant qu'étudiant de la culture visuelle, je conçois la catégorie de la psychose collective, non pas uniquement comme une étiquette, une dénomination, mais c'est une optique que Ludwig Wittgenstein a appelé un mode de vision, une vision de l'aspect. Comme n'importe quelle optique, elle vous aide à voir les choses de manière nette, certaines choses, alors que d'autres vous échappent comme des angles morts. Et je pense que c'est un cadre propice à l'analyse d'un moment fou et choquant de l'histoire. C'est vrai lorsque le langage de la folie se retrouve partout, dans le langage courant et vernaculaire de la politique américaine, et de la politique au niveau mondial. Et cette idée d'une folie collective, je vous le rappelle, est un postulat fondamental du fondateur de la psychanalyse. Et je crois qu'il faut, à ce stade, citer Freud. Le contraste entre la psychologie individuelle et la psychologie sociale ou psychologie de groupe, qui à première vue semble être d'une grande importance, perd beaucoup de son tranchant quand on l'examine de plus près. Alors c'est vrai, la psychologie individuelle concerne l'individu et explore les voies par lesquelles il essaye de satisfaire ses instincts. Mais la psychologie individuelle est rarement et sous certaines conditions exceptionnelles en position d'écarter les relations entre cet individu et les autres. Dans la vie mentale de l'individu, il y a toujours quelqu'un d'autre qui est impliqué, un modèle, un objet, un aidant, un adversaire. Et donc, dès le début, la psychologie individuelle est également psychologie sociale, au sens élargi mais tout à fait justifiable des mots. Freud a donc vu la relation entre les psychologies individuelles et collectives comme une série de cercles concentriques rayonnant autour de l'individu vers la famille, et ensuite vers de plus grands groupes, des tribus, des groupes ethniques, et finalement l'espèce humaine. Mais l'effort principal de Freud était de montrer l'influence du plus petit de ces groupes, l'influence de la famille sur l'apparition de troubles individuels. Notre tâche est désormais donc de faire la réflexion dans l'autre sens, et donc de poser la question: comment est-il possible qu'un groupe de personnes pourtant sensées perde la raison quand elles se rassemblent, et surtout dans un système démocratique? Qu'est-ce qui transforme ces Athéniens rusés, pour reprendre les mots de Solon, en troupeaux de moutons? La seule manière de répondre à cette question, c'est de prolonger cette métaphore. Un berger astucieux et sans scrupules qui comprend la psychologie collective, et qui a peut-être, je ne pense pas qu'il lise beaucoup, mais qui comprend cet aphorisme de Freud et sait comment exploiter cette psychologie collective. Bref, le meilleur interlocuteur pour un psychotique, c'est un escroc, un démagogue, quelqu'un qui peut mentir sans arrêt et maintenir plein d'équilibre et arrive à maintenir son autorité. Cet escroc écoute avec attention la personne en face de lui et il lui renvoie ses idées délirantes, que ce soit un individu ou une foule en face de lui. La plupart de mes amis libéraux pensaient que Trump était un clown parce qu'il n'avait que ces petites phrases et ces tweets, ces phrases qui tiennent en une ligne. Mais Trump a attiré d'énormes foules, des milliers de personnes sont allées l'écouter. C'est un entertainer formidable. Si vous écoutez un de ses discours dans son intégralité, vous verrez qu'il a une technique incroyable. Il commence en étant mesuré, écouter les réactions de la foule, écouter également les silences. C'est un véritable maestro dans la démagogie et dans l'astuce. Comme un escroc le ferait avec un individu en face de lui. Écoutez-le.
Il renvoie donc les idées de la foule, et ça, il le maîtrise à la perfection. Il se repaît de la paranoïa, de la colère, du ressentiment. Il fait des promesses qui interpellent les victimes et leurs fantasmes, rendre sa grandeur à l'Amérique, et il amplifie les peurs et les haines de l'autre. Les violeurs mexicains, les musulmans, et par-dessus tout, les autres Américains, les experts, l'élite libérale prétentieuse qui ne respecte pas le peuple américain, et enfin les médias qui transmettent les informations mais qui ne font que mentir. Donc pour comprendre comment Trump y est arrivé, je crois qu'il faut entendre, écouter un discours entier. Parce que les petites phrases ont tendance à nous faire penser qu'il est excentrique, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Alors, quand est-ce que ce danger est apparu? Je ne pense pas que le phénomène soit nouveau. C'est pour cela que j'ai cité Solon, Platon, et pour vous rappeler que toute l'histoire de la démocratie a toujours été alertée à la puissance de la psychose, de la folie collective. Repensez à la théorie démocratique. Elle est ancrée dans les fictions, l'opinion publique, la volonté du peuple. Le public ne peut avoir une opinion. Moi, j'ai une opinion, vous en avez une. Mais comment un groupe peut se faire une opinion? Comment la mesurer, cette opinion? L'opinion publique a toujours été recyclée, il y a une sorte de boucle. Et c'est pour cela que les sondages sont une partie importante également de l'affaire. Trump regarde les sondages tous les jours, c'est pour cela qu'il est en train de devenir vraiment défensif, parce que les sondages ne sont pas bons. La démocratie a toujours eu du mal à se doter de protection contre ces psychoses, ce talon d'Achille, ces psychoses collectives qui poussent une majorité ou une minorité forte, comme c'est le cas ici, à faire quelque chose de destructif pour tout l'appareil politique. Donc l'idée même de la démocratie, qualifiée par l'état de droit, par une constitution, montre qu'il est nécessaire de contenir les passions populaires, limiter le pouvoir des majorités et du souverain. Dans la Constitution des États-Unis d'Amérique, il y a une division des pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif. C'est déjà une sorte d'allégorie pour une mentalité individuelle équilibrée, capable de se maîtriser en adoptant des lois, en y obéissant, en jugeant si ces lois sont respectées, en les appliquant. Ce que les neuropsychologistes appelleraient l'utilisation des fonctions exécutives du cerveau. La psychologie collective existe et toute l'histoire de la démocratie le montre. C'est justement cette menace, ce danger omniprésent pour la démocratie qui a fait dire à Winston Churchill que la démocratie est le pire système de gouvernement que l'on connaisse, à l'exception de tous les autres. Mais il y a beaucoup d'exemples de ce que les autres régimes peuvent être. Nous en voyons un peu partout dans le monde. Des États voyous, d'autres États où la démocratie est proprement impensable. Il est important de noter que le potentiel de folie collective ne se limite pas uniquement à des mouvements politiques avec lesquels on ne serait pas d'accord. Non, ça, on ne peut pas dire parce que j'ai perdu cette élection, l'autre parti est complètement fou. Non, nous sommes tous impliqués dans certaines formes de conscience collective, tous soumis à des formes de pensée et de groupe. Ça commence déjà en famille, nous commençons à réfléchir en famille, à apprendre ce qui est important. Et beaucoup se sont dit que l'Amérique était devenue folle en 2008 déjà, souvenez-vous. Il y avait une part d'irrationnel dans les espoirs fous et irréalistes qui entouraient l'élection de Barack Obama en 2008. Même si Obama restera probablement dans l'histoire comme un des présidents les plus calmes et rationnels de l'histoire des États-Unis, alors que Trump est ridiculisé largement comme un démagogue ou un bonimenteur superficiel. L'élection d'Obama avait
soulever des espoirs. Celle de Trump soulève beaucoup de peur au niveau mondial. C'est une sorte de cycle bipolaire, manie, enthousiasme, espoir exagéré, fantasme de part et d'autre. Ce que vous voyez ici, c'est cette image de Shepard Fairey. Elle est très connue, cette image d'Obama de 2008. Le style, c'est celui des posters de la propagande soviétique dans les années 20. Et cette image a été recyclée, je ne sais pas qui en est l'auteur, et c'est la réponse que nous avons aujourd'hui. Comme je l'ai dit, le style de Shepard Fairey vient de l'iconographie révolutionnaire soviétique. Vous retrouvez les mêmes couleurs, le même style. Et cela semblerait montrer que Obama et Trump sont tous deux des sortes de personnalités révolutionnaires pour le changement d'un côté et de l'autre, quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Mais il faut bien dire que la culture politique américaine n'a pas simplement deux partis. C'est plus compliqué, elle est structurée autour de ce que des psychiatres pourraient appeler une alternance bipolaire entre l'espoir et la peur, l'euphorie maniaque et la colère dépressive. Le rêve américain d'Obama s'est transformé en un jour en un cauchemar américain de Trump. C'est pour cela que tous les 4 ans, dans la politique américaine, les slogans sont très prévisibles et réactionnaires. Débarrassons-nous des bons à rien, un changement auquel on peut croire, asséchons le marais. Et qu'avons-nous à perdre? L'instinct politique américain de base pourrait être perçu comme une sorte de foi aveugle en le changement, tout en se préoccupant peu de la réelle nature du changement. Donc, si vous voulez vous présenter à l'élection, la meilleure stratégie, c'est de combattre le gouvernement fédéral, lutter contre Washington. C'est la stratégie politique la plus ancienne aux États-Unis, comme l'avait dit Ronald Reagan. Le gouvernement n'est pas la solution à nos problèmes, le gouvernement est le problème, et il a été président pendant 8 ans. Dans cette élection, l'hostilité envers le gouvernement central par défaut a été amplifiée par un autre élément incontournable de la psychose collective américaine, le racisme et la xénophobie, la peur de l'autre. Trump a gagné en importance, tout d'abord en exploitant de manière cynique la calomnie, le mensonge selon lequel Barack Obama était un immigré clandestin. Il n'était pas un citoyen américain, il était probablement en secret musulman. Mais il n'était pas le seul. La stratégie sudiste du parti républicain consistait à utiliser la haine raciale nationaliste blanche comme source de pouvoir politique et préparer le terrain pour Trump. Pendant les 8 ans d'Obama, il y a eu un flux continu de caricatures racistes sur Internet représentant la pelouse de la Maison-Blanche comme un champ de pastèques. Michelle Obama avait décidé de promouvoir les potagers. Elle en avait constitué un près de la Maison-Blanche. Et on en parlait comme d'un champ de pastèques, signe de négritude aux États-Unis. Ou alors ce genre de choses. Notre argent n'aura plus aucune valeur, ce seront des dollars Obama sans valeur. Le nom même d'Obama a pris certaines connotations dans des sondages lorsque l'on dit « Êtes-vous en faveur du programme d'assurance santé du président ?» Si vous l'appelez « Affordable Care Act », son titre, la majorité des Américains diront que c'est formidable, mais dès que vous l'appelez « Obamacare », les chiffres sont en baisse. La manière la plus monstrueuse de représenter cela, et c'est là qu'on a compris ce que voulait également le Parti républicain, c'est lorsqu'une présentatrice de télévision a fait une confusion entre Obama et Osama Bin Laden. Et donc, le jour où Osama Bin Laden a été tué, voici ce qu'on a vu sur Fox News. Ça n'est pas une plaisanterie. Quelqu'un qui a dû écrire ce bandeau
Alors, Freud aurait certainement 2 ou 3 choses à dire à ce sujet. Obama Bin Laden est mort. Et une journaliste canadienne a également fait cette erreur. On va l'écouter. More been heard about how Obama was killed and what led to the American forces finding out where he was. It started when Obama took office. He directed the head of the CIA to make killing Obama their #1 priority. Back in August, they got a possible lead on where Obama might be hiding. He was located, possibly, they believed at that time, in a compound deep within Pakistan. Alors, les caricatures d'Obama sont devenues tellement flagrantes qu'elles ont commencé à se déconstruire, comme ce fut le cas dans le New Yorker. Voici la une du New Yorker en août 2008, où Obama est représenté comme un musulman et sa femme comme une révolutionnaire des Black Panthers, des Panthères Noirs, avec bien sûr le drapeau américain qui brûle. Alors, c'est ce que j'appelle une méta-caricature. C'est un type spécifique de méta-image où l'on prend une caricature pour s'en moquer sous forme de caricature. C'est très intéressant comme technique de satire. C'est une version secondaire pour reprendre le ridicule de l'effort républicain de saper cette administration. C'est une sorte de compilation des attaques racistes contre Obama. Hi, I'm Phil the Flag Guy, here from the International House of Flammable Flags. And if you like our flammable flags, you'll love our anti-Obama placards and signs. Why hassle with messy artwork, impossible spelling, and those darn splinters? We got Obama as Hitler, Obama as Stalin, Obama as the Joker, Obama with the Joker's face on Hitler's body, and Nancy Pelosi as the Crypt Keeper. Perfect for Halloween. Place an order of $50 or more and receive this handsome Glenn Beck nutcase. That's the International House of Flammable Flags. Flammable flags, we light up your life. America really. En effet, les États-Unis, c'est vraiment un pays exceptionnel, je l'avoue. Donc, les caricatures d'Obama ont en effet énervé l'extrême droite et les nationalistes blancs, mais elles n'ont eu que très peu d'effet, car tout était si ouvertement faux. Et d'ailleurs, au moment de son départ, la cote de popularité d'Obama est autour des 60%. C'est du jamais vu. Le président sortant souffre toujours d'une certaine lassitude, d'une baisse de popularité, mais ce n'est pas le cas pour Obama. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de pleurs, de nostalgie, de tristesse. Beaucoup se disent, pour une fois, nous avions un être humain rationnel et raisonnable à la Maison-Blanche. Alors, les caricatures de Trump, parlons-en. Ces caricatures, je crois, sont restées impuissantes également, n'ont eu que très peu d'effet, mais pour la raison inverse. Elles étaient totalement vraies. C'était évident. Comment s'immuniser contre la caricature? Eh bien, l'une des options, c'est de se comporter comme tel, de se présenter comme une caricature. Et comme d'habitude, c'était les dessinateurs eux-mêmes qui s'en sont rendus compte. Donc, on s'est retrouvé avec des images comme celle-ci. L'épouse du dessinateur rentre en disant « Arrête, ce que tu es en train de dessiner sur Trump vient de se produire ». Et les dessinateurs se sont rendus compte que, comme les médias, ils étaient pris dans un dilemme impossible. Et si je fais une caricature de Trump, il va gagner. Et cela ne va que nourrir son ego, va contribuer à faire monter sa popularité, car tous ces caricaturistes sont mis en avant comme des prétentieux libéraux faisant partie de l'élite, et ces caricatures sont prises comme des attaques contre ceux qui s'investissent avec passion dans la figure de Trump. Donc,
c'est très difficile de caricaturer Trump de manière efficace. Je pourrais en passer en revue, mais par exemple, Doonesbury a complètement échoué. Il a essayé de reprendre le point, l'image du point, et beaucoup se sont attaqués à la chevelure, tout ce qui est ressorti le plus, mais tout cela était inefficace. Car comme je l'ai dit, c'est déjà une caricature. Je crois que Trump en est conscient. Je crois qu'il en est conscient en tant que star de la télé-réalité également. Donc, il fournit lui-même une caricature de sa personne. For something he did on the campaign trail last night in South Carolina while defending his debunked claim that he saw thousands of Muslims celebrate the collapse of the Twin Towers here in New York. He appeared to mock a reporter with a disability. Take a look. Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Oh, maybe that's what I said. This is 14 years ago. They didn't do a retraction. So how do you caricature? Comment faire une caricature de ça? Je ne sais pas si vous connaissez Alec Baldwin et l'émission Saturday Night Live que je regarde toutes les semaines. C'est de plus en plus difficile de faire la différence entre Alec Baldwin et la personne qui l'imite. Mais l'acte le plus flagrant, le plus évident, c'est comment faire une caricature de quelqu'un qui se vante d'avoir en toute impunité agressé sexuellement une femme. Ça, c'est le moment si incroyable. Trump pays a visit to the set of Days of Our Lives. Hello, how are you? Hi. Trump, how nice are seeing you? you. Terrific. Pleasure to meet you. Terrific. You know Billy Bush? How are you? Nice to see you. How you doing, Ariane? Notice their audio is good. We hear everything. You see, Trump and Billy Bush were mic'd before they arrived. So let's roll the tape back and listen to what they said before getting out to meet actress Ariane Zucker. Geez, your girl's hot in the purple. Whoa. Yes. Whoa. Yes, the Donald has scored. Whoa. Oh, my man. Wait, you got to look at me when you get out. This up. That is Will very you give me the thumbs Look up? at you. You are a... The thumbs up. You got to get the thumbs up. Can't be too... Yeah, that's it, with the gold. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the... You can do anything. They get off, shake hands, say hi, and... Thank you. Are you ready to be a soap star? We're ready. Let's go. Make me a soap star. How about a little hug for the Donald? He just got off the Would bus. you like a little Okay, hug, darling? absolutely. How about a Melania little said hug for this the was bushy? I okay. just got... So Trump's... Alors, par rapport à la méthodologie, c'est important de comprendre que la culture visuelle ne suffit pas. La culture audio, la culture sonore compte également. Si vous portez un microphone et que vous commencez à faire des blagues, même en coulisses, il faut peut-être le garder à l'esprit. Mais c'est comme si Trump était un psychotique classique. Il n'a pas d'inconscient. Tout est visible. Mais ici, je crois qu'il s'est fait avoir. C'était quelque chose qu'il ne voulait pas que l'on entende. Alors, ses défenseurs ont dit en haussant des épaules, non, c'est simplement ce que se disent les garçons dans les vestiaires. Et certaines femmes qui ont voté pour lui ont d'ailleurs donné leur permission à Donald de les attraper par la chatte. Et là, ce n'est pas une caricature, ce n'est pas pour faire rire que cette image a été diffusée, c'est pour créer une profonde tristesse. Lorsque 10 femmes ont fait connaître leur position et qu'elles ont accusé Trump de harcèlement sexuel, et bien sûr, il a répondu sans gêne. Il fallait s'y attendre. Il a fait remarquer que l'ancienne reine de beauté avait pris du poids et commençait à faire un peu âgée. Elle a dit, vous l'avez vu? Non, je crois pas que j'aurais fait ça. Non, je le ferai pas. Elle ne mérite pas mon attention, elle n'est pas assez belle pour moi. C'est ce qu'il a laissé entendre. Alors, P.T. Barnum, le parrain des profiteurs américains, l'a très bien dit. Il a dit, personne n'a jamais fait faillite en sous-estimant le public américain.
Il a également dit qu'il était extrêmement facile d'embobiner le peuple américain, peu éduqué, très vulnérable émotionnellement, avec des promesses vides de sens et des slogans sans fondement. Il dit qu'un pigeon naît chaque minute. Et d'ailleurs, la destruction du système de l'éducation publique a augmenté le nombre de pigeons. Abraham Lincoln avait plus de foi en l'Amérique. Il a dit « Vous pouvez tromper tout le peuple une partie du temps, une partie du peuple tout le temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le peuple tout le temps. » Mais ce qu'il n'a pas remarqué, c'est que cela laisse de bonnes chances à des escrocs qui sont suffisamment doués et démagogues pour prendre le pouvoir politique. Alors pourquoi est-ce que les experts n'ont pas vu venir tout ceci? Pourquoi est-ce que les mesures rationnelles de probabilité politique ont échoué? Peut-être parce que les experts qui travaillent sur des bases rationnelles, avec des données empiriques et testent des algorithmes de calcul et un sens bien fondé de l'histoire, sont en très mauvaise posture pour comprendre la dynamique d'une rupture psychotique imminente dans la psychologie collective. Il est difficile pour les personnes raisonnables et normales, et surtout pour des experts bien informés, de prédire le comportement d'un groupe psychotique ou de jauger les messages qui vont toucher quelqu'un qui est sous l'emprise d'une illusion. Les illusions fantastiques, comme l'a dit Freud, ne sont pas dans l'inconscient. C'est quelque chose de tout à fait ouvert, de visible, comme les caricatures restant impuissantes de Donald Trump. Quelque chose qui a également trompé les experts, c'est la tendance de ces personnes de mentir à propos de leur motivation lorsqu'ils ont honte. Ce que l'on peut dire de mieux de ceux qui ont soutenu Trump, comme avec Brexit, c'est qu'ils étaient sincèrement bernés. Et au Royaume-Uni, notamment, beaucoup ont eu un réveil difficile et se rendent compte des conséquences de leur acte. Si c'était un cas de folie individuelle, on pourrait faire un appel sur la base de la folie temporaire. Malgré les grandes foules qui se rassemblaient autour des absurdités qu'exprimait Trump, lors des interviews en privé, les supporters individuels étaient plutôt réticents lorsqu'ils devaient expliquer leur intention de voter pour Trump. Et n'oublions pas que beaucoup disaient qu'il allait perdre et personne ne va se mettre en avant comme étant un supporter d'un loser, d'un perdant. Et ceux qui ont dit en public qu'ils soutenaient Trump utilisaient souvent des phrases du type « Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je n'approuve pas son comportement avec les femmes, mais… » Donc il y avait beaucoup de « mais », et souvent ces « mais » étaient suivis d'un cliché « J'aime ses politiques, pas sa personnalité » ou « Je pense qu'il va apporter un changement, et qu'est-ce qu'on a à perdre ?» Ou « Il dit ce qu'il pense, ce n'est pas un imposteur ». Ce qui est vrai, ce n'est pas un imposteur. Il est tout à fait ouvert sur ses positions. Ou j'aime bien le fait qu'il ne soit pas politiquement correct, comme tous les autres. Ce n'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires. Et c'est ce qu'il nous faut pour reprendre nos emplois. Regardez ce que les politiciens ont fait. Ou il va empêcher le gouvernement de prendre mes armes. Il va mettre un terme aux avortements. Il saura être fort. C'est ce que Freud appelait le désaveu. C'est un déni transparent de ce qui est évident pour les analystes. La version la plus connue de cela, c'est le déni du racisme, de l'antisémitisme, la négrophobie ou l'islamophobie. Comme Jean-Paul Sartre l'a dit il y a longtemps dans Antisémite et Juif, on entend tout le temps la même chose. Je n'ai rien contre les Juifs, mais il y a quelque chose chez eux. C'est souvent suivi de « certains de mes meilleurs amis sont des Juifs, mais quand même ». Et Trump était doué en tant que démagogue car il avait la capacité de dire des choses que ses supporters pouvaient désavouer. Des choses codées que l'on appelle des sifflets à chien qui sont inaudibles pour les êtres humains, mais que le chien entend très bien. Donc des phrases codées telles que la criminalité dans les villes, qui, bien sûr, prend tout de suite des connotations raciales, ou des déclarations très ouvertes, des mensonges flagrants, tels que les immigrants mexicains sont des meurtriers, des
des violeurs qui envahissent le pays, qui touchent tout de suite la base d'extrême droite. Alors, est-ce que c'est du fascisme? Je ne crois pas, mais c'est une pente glissante qui mène à la corruption du système judiciaire, la politisation du corps militaire, qui est déjà à 90% républicain, la persécution des minorités, l'abrogation des droits civils. Par exemple, il a menacé de révoquer la citoyenneté de certaines personnes qui tiennent des discours politiques qui ne lui plaisent pas. Dans la psychologie de masse du fascisme, Wilhelm Reich se demande pourquoi les communistes et les libéraux n'ont pas vu venir l'arrivée au pouvoir de Hitler. L'analyse de classe et économiste de l'époque disait que l'Allemagne était prête pour le socialisme. Qu'est-ce qu'ils ont raté? Ce que l'on appelle les facteurs subjectifs. Alors, je n'appelle pas Hitler un psychotique ou des individus allemands comme étant fous. En effet, Hitler n'était pas sain d'esprit, mais il savait parfaitement exploiter l'ingénierie, la science et la technologie allemande de manière rationnelle pour assassiner des millions de juifs et mener une guerre mondiale. Donc c'est en effet une maladie de l'âme, de la personnalité, et c'est peut-être une déformation professionnelle d'ailleurs des souverains qui ont une telle puissance qu'ils décident de la vie et la mort d'autrui. Même quelqu'un de modéré, de prudent comme Barack Obama s'est retrouvé à donner l'ordre d'assassiner des citoyens américains. Il a donné l'ordre de procéder à des frappes avec des drones qui ont transformé des civils, dont des enfants, en dommages collatéraux. Cette envie de pouvoir, qui est souvent accompagnée d'un sentiment d'impuissance, c'est la vulnérabilité de ces mouvements populistes qui les pousse souvent à se tourner vers un dirigeant fort, un patriarche qui leur promet d'entendre leurs griefs, de détruire leur ennemi. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a beaucoup d'enseignements à tirer, d'abord pour les libéraux et le Parti démocrate. Il est important de comprendre que le populisme réactionnaire de ce que Hillary Clinton appelait les déplorables n'était pas uniquement du fanatisme raciste, misogyne ou religieux. Il y avait un autre facteur subjectif qui a uni la grande minorité qui a voté pour Trump, qui disait que le système était truqué. Et je crois d'ailleurs que c'est l'une des choses les plus puissante qu'il ait pu dire. Et ça se rapproche d'ailleurs du populisme anti-establishment d'Obama en 2008. Au plus simple niveau, c'était un rejet de l'establishment en politique, du système financier et l'ordre du monde tel que défini par la mondialisation néolibérale. Et d'ailleurs, c'est quand même paradoxal que quelqu'un comme Trump, le milliardaire le plus célèbre de la planète, a pu se faire passer comme le candidat anti-establishment, l'ami des ouvriers. Mais c'était le cas. Et voilà pourquoi son propre parti, les Républicains, les détestaient encore plus que les cyniques odieux comme Ted Cruz. C'était vraiment un moment étrange. C'est ce que j'ai vu de plus bizarre. Et, pourtant, je ne suis pas tout jeune. Ses opinions anti-establishment étaient d'ailleurs partagées par beaucoup des électeurs qui votaient Bernie Sanders. Et beaucoup ont dit qu'ils auraient voté pour Trump en deuxième position après Bernie Sanders parce que le système est truqué. Et il y avait une autre unité potentielle qui émergeait à ce moment-là également. Et c'était une sorte de fusion de Sanders et Trump. L'ordre économique néolibéral a produit une paupérisation pour une grande majorité des populations du monde et des États-Unis. Un capitalisme effréné est un échec économique et a miné la structure même de la démocratie. Voilà pourquoi Sanders s'était plaint que les primaires démocrates avaient été manipulées en faveur d'Hillary Clinton. On ne sait pas si Sanders aurait pu battre Trump, mais cela présente un choix clair entre le socialisme à la scandinave et le capitalisme. Je pense que Sanders aurait pu s'approprier des millions
d'électeurs. Et c'est dommage qu'on soit passé à côté. En fait, c'était plus le clintonisme, cette idéologie des années 90 qui a mené à cette grande récession de 2008. Ce n'est pas uniquement la déréglementation des banques sous Bush, c'était déjà le fruit des Clinton. Autre chose que les libéraux et les démocrates ont sous-estimé, c'était ce sentiment persistant que puisqu'elle avait voté pour la guerre en Irak, il y avait une forte probabilité que Clinton implique les États-Unis dans une autre guerre au Moyen-Orient. Trump s'est mis en avant comme le candidat de la paix. Il a dit qu'il était opposé à la guerre en Irak. Bon, c'était un mensonge éhonté, mais avec un objectif clair. On aurait pu se dire qu'il prenait le risque d'affaiblir sa position d'homme fort, mais il l'a compensé avec ses attaques contre les minorités et les musulmans. Donc, Trump a su créer une image d'une Amérique forteresse. Et voilà pourquoi les néoconservateurs, qui étaient à l'origine des invasions de l'Afghanistan et de l'Irak, qui étaient au cœur de l'establishment républicain d'avant, auraient préféré Hillary. Ils étaient vraiment contre la candidature de Trump et ne joueront certainement aucun rôle dans son administration. Alors, que faire? Quelqu'un comme Slavoj Žižek a dit que l'on peut se réjouir que Trump va exacerber les contradictions. Donc, les lois de la dialectique vont produire une conscience de classe révolutionnaire ces 4 prochaines années. Alors, je pense qu'il ne faut pas retenir notre souffle en attendant cela. Mais je crois que le libéralisme s'est exposé. Ils ont tout misé sur les politiques d'identité. Ils ont cru qu'une femme blanche sans charisme saurait être l'héritier du grand orateur qui était Barack Obama, surtout dans une situation où la problématique se résumait au changement contre la continuité, exactement ce qui a permis à Barack Obama d'arriver au pouvoir. Mais cela n'a pas suffi à produire un tournant progressiste dans la politique américaine. Alors, y a-t-il un remède pour ces psychoses américaines? Sauf s'il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre et qui sont beaucoup plus intelligents que nous, ils savent nous expliquer que nous sommes un danger pour nous-mêmes et en tout cas c'est sûr pour tous les êtres vivants de la planète autre que vous, donc nous allons reprendre les rênes. Non, et ce n'est que de la science-fiction. Si Nietzsche a raison et que la folie collective c'est la règle plutôt que l'exception, il semblerait qu'il faille admettre que les Américains souffrent d'un état incurable, tout comme le reste de l'espèce humaine. Tout comme Athènes, la première démocratie du monde, les États-Unis étaient vulnérables à la conquête d'un tyran et d'un oligarque, et Trump représente les deux. Voilà pourquoi, pendant que la gauche américaine pense ses plaies et prévoit sa stratégie pour la suite, il sera important de continuer à défendre les institutions libérales telles que la Constitution, l'État de droit, la préservation de la machine démocratique, les élections libres et justes, un rôle responsable pour le gouvernement, une éducation publique décente et une presse libre et vigilante qui est fortement menacée en ce moment et qui risque d'être exclue de la Maison-Blanche. Chacune de ces institutions du gouvernement américain est actuellement attaquée. Toutes les personnes qu'il a nommées pour faire partie de son cabinet se sont opposées à l'existence, à la mission des agences qui sont censées diriger, que ce soit l'environnement, le dirigeant d'une chaîne de restaurants Hardee's va être ministre du Travail. Il est contre un salaire minimum. Certaines règles établissent le nombre de pauses. Si vous travaillez pendant 8 heures, vous avez droit à une pause. Il est contre cela. Donc, il faudra jouer sur la défense. Quant à la démocratie, je pense que le seul remède pour une démocratie en faillite comme les États-Unis, c'est simplement
plus de démocratie. Voilà la leçon historique. Et là, je vous pose la question en conclusion. Une question à propos de la Suisse. C'est la plus ancienne démocratie d'Europe, de bien des manières. Si j'ai bien compris, l'ancienne Confédération suisse a vu le jour en 1291. Donc, si notre planète est un nef de fous, un asile de fous, où les internés doivent se traiter, est-ce que la Suisse serait une île? Je le pensais jusqu'à il y a 2 jours, jusqu'à mon arrivée, mais ces 2 derniers jours, j'ai appris un certain nombre de choses et je voudrais vous en faire part. Alors, on m'a dit tout d'abord que... J'aimerais terminer sur cette image. On m'a dit que la Suisse était une économie néolibérale de longue date, bien avant la mondialisation du néolibéralisme. Et là, je parle de capitalisme non réglementé, ce qui crée beaucoup d'inégalités. Mais la Suisse a su faire du néolibéralisme quelque chose de compatible avec la démocratie sur un territoire très limité. Alors, est-ce que la Suisse est un modèle pour la planète ou est-ce que la Suisse est également un État voyou qui a fait fonctionner cet ordre néolibéral en construisant une communauté fermée où l'on fait quelque chose qui ne ressemble qu'à une démocratie? Et je pense que c'est vous qui saurez mieux répondre à cette question que moi. Merci de votre attention. Thank you.